Bonjour et bienvenue à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos inscrits d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, Farah Bayer, responsable marketing chez Inoptus France, et je suis très ravie de modérer aujourd'hui ce webinaire autour du PLM. Je commence avant tout avec quelques petits points. D'abord, il faut savoir que ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible juste après. Vous pouvez déjà poser vos questions, préparer plutôt vos questions et vous pouvez les poser dans la messagerie concernée. Et je vais les lire juste à la fin du webinaire pendant la session questions-réponses. Et nos deux experts, M. Mohamed et Mathieu, vont vous répondre. On va essayer de vous répondre s'il y a assez de temps, de répondre à toutes les questions. Si on n'a pas assez de temps, on prendra contact avec vous pour vous répondre directement. Normalement, vous avez quelques documents en pièces jointes, oui, pour mieux connaître le PLM et découvrir notre outil multicad Windchill. Donc, pour commencer, nous avons aujourd'hui Monsieur Mohamed Nassiri, notre dirigeant chez Inoptus France, ainsi que Monsieur Mathieu Ardouin, notre account manager, qui vont animer et discuter autour du PLM. Mohamed va commencer par nous présenter Inoptus, qui nous sommes, en quoi nous sommes spécialisés et quel est notre rôle. Mais avant ça, peut-être Mathieu, tu peux nous expliquer le déroulement, le programme de ce webinaire? Oui, tout à fait. Merci Farah. Donc, on va effectivement commencer avec une présentation de notre société par notre dirigeant Mohamed. Et puis ensuite, on va passer par 3 chapitres qui vont nous emmener de la CAO vers le PLM d'entreprise. C'était la promesse du webinaire. Donc, dans le chapitre 2, on va étudier le cas du multi-CAO. Ensuite, on va essayer de définir un petit peu la différence entre le PDM et le PLM et le chemin de l'un vers l'autre. Et puis enfin, on va présenter la notion de PLM d'entreprise et avant de répondre à vos questions dans une phase de questions-réponses en fin de webinaire. Donc Mohamed, je te passe la parole pour la présentation de notre société. Merci beaucoup Mathieu, merci Farah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire et merci de prendre le temps aujourd'hui de nous rejoindre. Et je suis très heureux de prendre quelques minutes pour vous présenter notre société, Inoptus France, qui est la filiale française d'Inoptus Benelux, qui est une société qui a vu le jour il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. C'est une étape qui est très importante pour nous, hein, et je suis ravi de pouvoir vous en dire plus sur qui nous sommes, sur ce que nous faisons et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le but de ce webinaire, hein, c'est de pouvoir aussi partager notre vision et ce qu'on peut observer aujourd'hui chez nos clients et le partager et avoir cette occasion de le partager avec vous. Inoptus, hein, c'est une entreprise qui évolue au cœur de la transformation numérique de l'industrie et plus particulièrement de l'industrie manufacturière. Et c'est depuis plusieurs années qu'on accompagne des clients au Benelux dans l'intégration de solutions technologiques avancées avec un objectif qui est très clair pour nous et qui est très clair aussi pour nos clients. C'est principalement les aider à innover plus vite, de manière plus intelligente et surtout plus durable. Et fort de cette expérience, on a décidé d'exporter ce savoir-faire et c'est naturellement qu'on a choisi la France pour étendre notre présence en Europe avec la création d'Inoptus France. Alors pourquoi la France? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est un pays qu'on aime et parce que c'est un territoire d'innovation qui est riche en industrie dynamique, où les enjeux de performance, de compétitivité et de durabilité sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Et on peut voir aujourd'hui un contexte géopolitique incertain qui va certainement contribuer à un réarmement industriel de notre pays. On a la chance aussi d'avoir plusieurs champions industriels de classe mondiale qui, avec eux, tirent bien évidemment tout un tissu local de PME, PMI. Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, on a envie de jouer un rôle. Alors, notre mission chez Inoptus France,
c'est d'apporter des réponses concrètes à tous ces enjeux. Et donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur du processus de développement du produit et notamment sur plusieurs axes majeurs. Le premier, c'est bien évidemment la conception avec tous les outils de CAO et de simulation pour accélérer le développement produit, la gestion du cycle de vie produit sous l'acronyme PLM, mais je laisserai à Mathieu le soin de vous expliquer tout cela plus en détail, donc qui lui sert à connecter les équipes, à structurer les données et qui permet bien évidemment de gagner en agilité et toutes les problématiques de fabrication numérique aujourd'hui avec, vous avez entendu parler de Digital Twin, toutes ces solutions qui rapprochent le monde virtuel de la production réelle, où avant les produits prenaient naissance dans les bureaux d'études sur des planches à dessin et sur des feuilles de calque. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une industrie qui ne démarre pas sa conception de manière numérique avec des modèles 3D. Et on vient compléter toute cette approche et toute cette offre, bien sûr, avec du conseil, de la formation et du support technique pour accompagner nos clients avec une méthodologie et des valeurs et sur une relation bien évidemment de long terme. Au-delà des outils, parce qu'aujourd'hui, on est revendeur de solutions PTC. Alors même si j'aime pas ce terme de revendeur parce que il est souvent galvaudé. Nous, ce qui fait notre différence, c'est vraiment notre approche qui est centrée sur l'humain et sur la co-innovation. Donc, on ne vend pas quelque chose à des clients, on les aide on travaille avec eux pour co-développer et co-innover de manière à, via une relation de confiance et la durabilité, travailler en étroite collaboration avec leurs équipes pour comprendre leurs besoins, leurs contraintes et pour imaginer ensemble, donc c'est une vraie démarche de co-construction, imaginer ensemble la solution qui va générer le maximum de valeur, qui va avoir le plus d'impact et qui va pouvoir aussi pérenniser l'investissement que nos clients font au travers des technologies PTC. Et il y a l'humain aussi de notre côté, l'équipe Inoptus France, c'est une équipe de passionnés que j'ai l'honneur d'animer, qui a aussi une très forte expérience industrielle et une vraie envie de faire bouger les lignes. C'est aussi pour ça qu'on a démarré cette aventure française il y a un peu plus de 2 ans. Et notre ambition, c'est de faire comme on a fait au Benelux, c'est de devenir un partenaire de référence pour les entreprises françaises qui souhaitent vraiment tirer le meilleur parti d'une transformation numérique réussie. Et là, j'insiste sur le mot réussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui ont du mal à faire cette transition et on est là aussi pour faire cet accompagnement. Donc, si vous vous posez des questions, je pense que si vous participez à ce webinaire, c'est que vous en avez, sur comment optimiser vos processus, comment accélérer votre innovation ou encore comment mieux connecter vos outils, vos données et vos équipes. Alors, c'est pas chauvin que de dire que vous êtes au bon endroit. Et j'espère que vous allez pouvoir tirer parti de ce webinaire pour vous apporter des pistes, des inspirations, peut-être des solutions contraintes ou peut-être des nouvelles questions que vous allez vous poser. Et donc, il est là aussi pour ouvrir le dialogue. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. On va essayer de réserver un temps pour ça. N'hésitez pas à les poser, à nous partager vos défis. Bien évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre avec transparence et pragmatisme. Et encore une fois, je vous souhaite un bon webinaire. Merci pour votre présence et bienvenue dans l'univers d'Inoptus France. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais ouvrir le bal avec une première question qui s'adresse à toi, Mathieu. Toi qui as contribué à déployer des projets chez des industriels de différentes tailles, est-ce que tu vois vraiment aujourd'hui un vrai besoin à pouvoir gérer des données multi-CAO? Merci Mohamed. Eh bien, la réponse est oui, bien évidemment, et de plus en plus. Il y a différentes raisons pour lesquelles le multi-CAO est de plus en plus un sujet.
La première raison, je pense que c'est le fait que les solutions CAO, quel que soit leur éditeur, sont de plus en plus matures et viennent de plus en plus à un niveau d'égalité fonctionnelle, et même au niveau de leur modèle, de leur business model, se ressemblent de plus en plus. On voit notamment le SaaS qui se généralise, et on a aussi une industrie qui se transforme avec beaucoup de fusions, de groupes, d'entreprises, de croissance externe. Ce qui fait que voilà, la CAO n'est plus un long fleuve tranquille comme ça pouvait peut-être être le cas il y a une dizaine d'années. On va prendre un cas très concret que nous, on a l'habitude de rencontrer chez nos clients et chez nos futurs clients. Donc, toute ressemblance avec votre réalité est purement fortuite. On prend le cas d'une entreprise industrielle, voilà, la plus, on va dire, lambda. Elle fabrique des composants qui sont partiellement mécaniques, partiellement électroniques. Hein. On peut imaginer des capteurs, par exemple, ou des actuateurs pour le monde industriel. Cette entreprise, elle a un BE mécanique qui rassemble une vingtaine de personnes et qui sont tous utilisateurs Creo. Et ils ont des clients simples, hein, comme le client A, qui est un fabricant de machines qui commande et achète leurs composants de façon régulière pour leurs produits. Jusque-là, tout va très bien. Mais si on regarde plus près dans cette entreprise, finalement, c'est pas si simple que ça. Ils ont une filiale historique, une filiale qui est spécialisée dans certains types de composants et qui utilise depuis assez récemment Creo paramétrique, mais qui a été un utilisateur historique de Creo Elements. Donc ils ont toute une foule de données hein, qui représente plus d'une dizaine d'années de conception sous Creo Elements, qui doit continuer à vivre en tant que, non seulement en tant qu'archive, mais aussi en tant que source d'inspiration pour relancer certains projets ou pour apporter du service auprès de certains clients. Et puis un jour, l'entreprise a la chance de contractualiser avec le client B, qui est un acteur assez connu du monde de l'aéronautique et qui souhaite acheter ses composants pour certaines parties de ses produits. Mais eux, ils utilisent CATIA depuis toujours. Ils sont complètement liés à cette solution et pour eux, c'est impensable de recevoir des données en cours de projet qui viennent d'une autre solution que CATIA. Donc, ils demandent, en échange de leur contrat, à l'entreprise en question d'adopter CATIA. Déjà, ça devient un peu plus complexe, mais ce qu'on va aussi voir, hein, c'est que comme beaucoup d'entreprises qui a du succès, notre entreprise, elle va souhaiter grandir. Donc, des fois, ça se fait de façon externe, et notamment dans ce cas-là, par l'acquisition d'un concurrent. Un concurrent qui a également plusieurs dizaines de personnes dans son bureau d'études mécaniques, sauf que ces personnes-là, eh bien, utilisent SolidWorks depuis toujours. Et dans ce cas-là, ça va vouloir dire que cette nouvelle entreprise qui fait partie maintenant du groupe, elle va devoir interagir avec notre BE mécanique centrale qui utilise maintenant Creo et CATIA. Mais c'est pas tout, puisqu'on va également avoir un BE électronique, hein, évidemment, ce sont des produits qui sont à la fois mécaniques et électroniques, donc ils vont avoir une équipe d'à peu près 6 personnes qui vont travailler sous e-plan, qui vont devoir donc interagir avec les BE mécaniques pour avoir la connaissance de la définition physique et mécanique du produit, et également, eh bien, tout ce petit monde va devoir collaborer pour assurer que les clients soient satisfaits. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête, puisque ces données de CAO, en fonction de quelle équipe les utilise, de quelle est leur source, ils vont être stockés différemment. Peut-être que le BE nouvellement acquis dans cette nouvelle filiale utilisait SolidWorks avec le système propriétaire de gestion de données PDM de SolidWorks. Peut-être que la filiale qui travaille avec Creo Elements a un système de gestion dans les disques réseau, et peut-être que notre BE mécanique, lui, stocke Creo et CATIA dans des GED pour que ce soit plus facile à partager avec les clients. Néanmoins, tout ça est très fragmenté. Et ça devient donc un vrai casse-tête. Ce qu'il faut, c'est une centralisation de cette gestion de données. Parce que sinon, que va-t-il se passer? On va avoir un vrai problème, hein, un problème universel, c'est que c'est l'ingénieur qui va devoir soutenir cette charge. Il va devoir non seulement être en capacité de travailler avec de multiples sources, de multiples fichiers de CAO, hein, que ce soit de la 3D ou de la 2D, il va devoir également gérer différentes façons de stocker et de transmettre ces données, que ce soit sur des disques partagés, des gestions électroniques de documents, des GED, ou bien des mails, ou même des plans qui sont imprimés et posés sur des stations de travail ou des postes d'assemblage.
Et puis, d'un autre côté, il va devoir également satisfaire des demandes issues de différents départements, puisque la fabrication a besoin de plans et d'instructions pour travailler correctement. Les clients ont besoin en cours de projet d'être rassurés et donc de voir des prototypes et des maquettes numériques. La qualité va avoir besoin d'effectuer des tests sur le produit avant qu'il soit lancé en production, etc. Donc, en fait, là, l'ingénieur sert de fusible et ça ne peut pas durer très longtemps, en tout cas pas avec une efficacité souhaitée. Ce qu'on va chercher à faire, c'est non pas laisser l'ingénieur au centre, mais de mettre le système d'information au centre. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera un PDM ou même dans l'idéal, un système PLM qui va permettre à tout le monde d'aller chercher cette donnée. Mohamed, es-tu là? Oui, je suis désolé, j'avais coupé mon micro. Merci Mathieu hein, pour cette explication claire et limpide. On voit encore beaucoup d'entreprises hein, qui fonctionnent avec ce qu'on appelle un PDM, hein, ou bien avec son équivalent anglais, le CAD Vaulting, le coffre-fort numérique hein, pour les données techniques. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à notre auditoire ce qui différencie cela d'un PLM? Oui, bien sûr, ça me paraît être essentiel, effectivement. Donc, le PDM, pour l'expliquer, déjà, on va prendre le cycle de vie de notre produit, puisque c'est un petit peu le centre du sujet. Notre produit il va avoir une vie qui va être définie par différentes phases et différentes sortes de process et d'interventions. Ça va commencer par une étude de faisabilité, hein, où certains acteurs vont être en charge de définir un cahier des charges, des exigences. Puis on va définir les fonctionnalités et la structure de notre produit au niveau ingénierie. On va le développer dans l'équipe bureau d'études ou recherche et développement. Puis, une fois que le produit est validé, il va passer côté fabrication. On va définir la façon dont on le fabrique, c'est le process planning, et puis on va le fabriquer. Et puis plus en aval, c'est les opérations qui vont également définir des instructions en lien avec la fabrication du produit, puis la partie service qui va se charger d'assurer que ce produit il puisse être assisté tout le long de sa vie chez le client et être maintenu en état de service. Donc le PDM, lui, il va se concentrer sur la gestion de données au niveau ingénierie, donc la définition du produit, la conception et son développement. Donc c'est déjà très bien, puisque ça va permettre de gérer ce qu'on a justement vu tout à l'heure, hein, la problématique de multi-CAO, puisque par exemple Windchill est un outil PLM qui est agnostique en termes de CAO, donc on va pouvoir gérer sur un même projet par exemple de la CAO AutoCAD, de la CAO SolidWorks et du Creo, ainsi que la CAO électronique par exemple. Mais voilà, il reste sur un scope qui se limite à la partie ingénierie avec très peu d'interaction avec les autres équipes et les autres systèmes d'information. Le PLM, quant à lui, a un spectre beaucoup plus large, même un spectre qui peut s'étendre non seulement sur tout le cycle de vie du produit, mais même au-delà du produit en lui-même. Et puis pour vraiment bien illustrer ce côté-là, on va vraiment avoir dans le PLM toutes les données qui vont concerner notre produit, la façon dont on le définit et tout ce qui est en lien avec son cycle de vie, que ce soit les exigences, la maquette numérique, la CAO 3D, également toute la partie process planning, définition d'ordre de fabrication, de plan de fabrication, définition des méthodes de production avec la nomenclature de fabrication et toutes les instructions de montage qui vont venir avec, et d'usinage, et pourquoi pas également les commandes numériques. On va également avoir la partie opération et la partie service avec une définition d'une nomenclature de services, de support, et également la traçabilité de toute cette partie-là avec la façon dont le produit est défini en amont. Et puis ça va également avoir tout un avantage, c'est qu'en couvrant tout ce cycle de vie, on va pouvoir faire participer beaucoup plus de personnes. Et c'est là aussi que la valeur ajoutée va se déployer. On en parlera un peu plus en détail juste après. Donc finalement, le passage de PDM vers PLM, c'est déjà franchir une étape, puisque le PDM, comme on l'a dit, c'est la gestion de données CAO, éventuellement de données documentaires. C'est déjà une très bonne évolution par rapport à une gestion hors traçabilité, hors système. Mais le PLM, lui, va apporter notamment ce qui est très central dans le PLM, c'est la gestion d'articles,
Et l'article, lui, c'est un objet qui va être finalement un hub qui va centraliser toute la donnée technique, que ce soit les documents, la CAO, les exigences, que ce soit au niveau ingénierie, au niveau fabrication, au niveau service. Et donc on va pouvoir gérer plusieurs nomenclatures qui vont chacune tenir ce genre de rôle en fonction de l'avancement du cycle du produit. On va également gérer des processus beaucoup plus avancés avec un PLM, puisque la traçabilité de bout en bout va permettre de gérer notamment la modification, la promotion de mon produit au fur et à mesure de son cycle de vie, avec une traçabilité complète, avec une gestion aussi sécurisée des accès et optimisée de l'action de chacun dans le processus. On va également pouvoir s'interfacer avec plusieurs systèmes. Là, on mentionne l'ERP parce que c'est le cas le plus central et qui apporte aussi une valeur très directe avec la notion du cycle de vie de produit, puisque s'interfacer avec l'ERP, ça veut dire être au courant de ce que définissent les équipes, par exemple, de supply chain, d'approvisionnement, avec tout ce qui aussi concerne les estimations de coûts, de définition et de fabrication du produit, et puis également la gestion des stocks. Et tout ça peut être interfacé avec ce que fait le PLM en termes de gestion, de définition de produits. Et puis enfin, la planification projet. Oui, donc le PLM a aussi pour vocation de vous aider à gérer vos projets, vos budgets, vos échéances, et de vous assurer que votre mise sur le marché du produit, elle se fait en temps et en heure, au meilleur moment. Donc voilà pour la partie PLM. Donc on a une référence, nous, qui résonne pour nous chez Inoptus France, donc un client qu'on a servi sur le territoire français et qui a justement fait ce saut de PDM vers le PLM, donc avec à la base une gestion en mode coffre-fort numérique de ces données de CAO, Créo. Et puis le client a voulu gagner en rapidité sur sa façon de travailler sur la conception, également être plus agile, notamment de plus collaborer entre les équipes. Et ça, donc, c'est donc passé par la mise en place de Windchill en intégrant la CAO Créo et en gérant la nomenclature de conception, l'IBOM. Ils ont également mis en place un processus de gestion de modification qui est aujourd'hui transverse et qui a permis d'améliorer la productivité du bureau d'études, d'améliorer aussi la qualité de ces données, puisque meilleure traçabilité, donc moins de pertes. Et puis enfin, cette transformation vers le PLM aussi a facilité une intégration de deux sociétés qui viennent d'acquérir. Merci Mathieu. Je pense que tout le monde a compris ce qu'est un PLM, hein, en tout cas de manière macro, et puis de la valeur hein, que ça pourrait apporter hein, et les gains associés. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer le step d'après et la notion de PLM d'entreprise? Oui, tout à fait. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le PLM, hein. Comme tu l'as dit, on est resté très macro. C'est le but hein, dans ce webinaire. On ne cherche pas à vous donner de détails techniques, euh, mais plutôt à vous faire vous poser les bonnes questions. Et justement, le PLM d'entreprise, ça revient à se poser la question, mais comment je vais pouvoir améliorer la valeur ajoutée que je vais tirer de mon PLM que j'ai déjà mis en place? Eh bien, la réponse, eh bien, ça revient à se poser une autre question. Qui donne le cap à votre innovation produit aujourd'hui? euh, Et puis, la réponse la plus directe, je pense, et qui va pouvoir couvrir et mettre d'accord 100% des industriels, ça va être le bureau d'études. Oui, votre bureau d'études, il va être la clé de l'innovation technologique. Il va également s'assurer que toutes les contraintes liées au design mécanique, électronique, logiciel respectent à la fois les meilleures normes du marché, mais aussi votre identité en tant que marque. Et puis, ils vont également pouvoir s'assurer d'être en phase avec un développement durable de votre produit. Mais on va avoir d'autres acteurs hein, qui vont avoir un rôle très décisionnaire et transformateur, je dirais, sur votre produit. Ça va être par exemple le marketing. On vit dans un monde de réseaux sociaux. Le marketing, lui, peut surveiller les tendances aujourd'hui de façon très profonde, anticiper la demande du public, des clients, et également s'assurer que ce que fait la concurrence est bien surveillé et qu'on puisse rester justement concurrentiel avec ce marché. Les achats vont avoir toujours un rôle décisionnaire sur, par exemple, quels fournisseurs, quels composants achetés vont se retrouver dans votre produit. Ça va avoir un impact puisque les composants, en fonction de leur qualité, de leur capacité technologique, vont également jouer un rôle dans l'innovation de votre produit, mais également la façon dont c'est sourcé.
va pouvoir changer la donne au niveau de votre image, en termes par exemple de développement durable. Et puis ils vont également proposer de réduire des coûts, ce qui est en soi une innovation pour rester concurrentiel. La production va pouvoir, même s'ils travaillent, on va dire, très en aval dans votre processus de cycle de vie de produit, ils vont pouvoir vous apporter de l'innovation en proposant, par exemple, des nouveaux modes de fabrication, l'impression 3D, par exemple. Ils vont pouvoir également vous proposer différentes qualités de finition. Et tout ça, ça va jouer un rôle aussi dans la façon dont votre produit va apparaître en termes qualitatifs et va pouvoir se vendre. Et puis si on va vraiment très en amont, les équipes compliance, les équipes qui gèrent les exigences et les certifications vont avoir un rôle très très important en fonction de votre marché. Par exemple, si vous êtes évidemment dans le médical ou dans le militaire, ils vont s'assurer que votre produit puisse aller sur le marché. Ils vont s'assurer aussi que vous ayez un œil un petit peu en anticipation dans l'automobile, par exemple, pour s'assurer que vous puissiez respecter sur les années qui suivent les différentes exigences et garder aussi un œil sur les objectifs stratégiques au niveau de votre entreprise. Et puis enfin, le service après-vente a un rôle important à jouer, puisque eux, ils ont le contact direct avec le client, ils sont au plus proche de l'utilisation de votre produit sur le terrain. Donc, déjà prendre en compte les retours, les critiques, ou même ce que vos clients apprécient dans votre produit, c'est très important, ça doit remonter au bureau d'études, ça doit remonter à la compliance également. Et puis la façon dont on peut aussi améliorer sa réparabilité, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui. Vos produits doivent être le plus durables possible, donc réparables. Et puis enfin, apporter des technologies et des services comme la maintenance connectée, ça peut avoir du sens sur certains produits et ça peut améliorer l'innovation perçue par votre client et également améliorer votre modèle économique. Donc vous voyez, ce sont vraiment des équipes qui sont très différentes, qui interviennent à des moments différents de votre cycle de vie de produit. Mais le PLM d'entreprise, ça signifie tous les faire intervenir dans un même système centralisé. Ce système centralisé, c'est le PLM, et en l'occurrence, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très mis en avant par des PLM modernes comme Winchi. Donc là, on franchit une étape supplémentaire. Le PLM d'entreprise, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que ça va déjà se reposer sur des concepts qui sont beaucoup plus transverses. Par exemple, le concept de classification et de réutilisation qui va permettre à toutes les équipes de pouvoir s'y retrouver dans les composants qui vont constituer votre produit et comment les optimiser au mieux et les réutiliser dans le futur pour améliorer et rendre vos projets plus rapides et plus rentables et plus agiles. La gestion du fournisseur aussi, donc qui va permettre aux achats de s'assurer que quand un fournisseur n'est plus reconnu comme partenaire de confiance, il soit plus accessible dans la définition du produit. Et de même, quand un nouveau fournisseur arrive, on puisse le gérer. La gestion de la durabilité, donc comment est-ce que votre produit va améliorer son empreinte carbone, ça fait aussi partie de votre définition. Ça va concerner le marketing, ça va concerner le SAV et le bureau d'études, par exemple. L'ingénierie de fabrication, c'est là où les équipes de production vont pouvoir exprimer la meilleure façon pour eux de fabriquer le produit. Pareil pour l'ingénierie de service. La gestion de la qualité, où on va pouvoir suivre tout le processus d'assurance qualité au niveau de votre produit, les tests, les rapports, les différents jalons qualité qui doivent également être situés sur votre projet de développement produit, de mise sur le marché de votre produit. La gestion des régulations, très importante, on l'a déjà dit, et la gestion des exigences, qui va également, grâce à la traçabilité complète en aval avec la définition du produit, avec la fabrication, s'assurer qu'on soit en couverture complète de vos exigences, des régulations, et que en faisant tout cela, on gère les risques. C'est le dernier point. La gestion des risques vous permet d'assurer que vous n'ayez pas de problème majeur sur votre définition, sur votre fabrication ou sur la vie complète de votre produit. Et ça peut être géré dans le PLM d'entreprise. Et ce qui est important aussi de noter, tout en bas, le Enterprise Data Access, ça consiste à donner une facilité d'accès à votre PLM à tous les acteurs, qu'ils soient simples acteurs de consultation en lecture seule, qui ont juste besoin de consommer de façon ponctuelle une nomenclature ou un plan, ou alors que ce soit des acteurs de l'entreprise étendue, qui vont par exemple être des partenaires ou des fournisseurs. On doit leur donner un accès facilité. On ne peut pas tous les former au PLM complet. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel PTC avec Windshield Navigate a pensé. Et on peut vous en parler. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Juste pour conclure, donc le PLM d'entreprise, c'est assurer la confiance dans votre donnée
technique dans votre produit et sa définition et sa mise sur le marché de façon transverse, et ça va concerner quasiment toutes les équipes qui touchent de près ou de loin votre produit. Donc on va mieux gérer votre donnée au niveau article, c'est-à-dire que ça devient exhaustif, ça devient traçable et ça devient aussi associatif et collaboratif. On va automatiser le plus possible vos processus pour arrêter les échanges de mails, réunions inutiles, et s'assurer que les personnes interviennent au bon moment avec les bons niveaux d'accès et qu'on ait finalement une application qui soit orientée et dédiée au rôle particulier de chacun. Et puis enfin, la collaboration complète, toujours. Hein. Donc il y a une façon de faire les choses en temps réel grâce au PLM, c'est-à-dire qu'on arrête les temps morts. Et puis d'être multi-domaine, ça va permettre également de s'adapter aux différents besoins des différentes équipes. Et enfin, la sécurisation, un sujet aussi aujourd'hui très important, puisque votre donnée, même si elle est située au même endroit, ça ne veut pas dire que tout le monde y a accès à n'importe quel moment. On peut sécuriser cela d'un point de vue quantité de données accessibles, en fonction de leur sensibilité, mais également au niveau cybersécurité. Et pour finir avec pour ma part, je voulais juste présenter une autre référence du PLM d'entreprise dont on est très fier. Il s'agit de Huisman, qui est un de nos clients qui fabrique donc des grues sur plateforme offshore. Ils ont souhaité un PLM d'entreprise transverse et multisite, donc plusieurs pays. On a mis en place un projet complet avec des ateliers de cadrage pour commencer, un suivi de projet complet, mis en place la solution Windshield avec une gestion multi-BOM au niveau ingénierie et fabrication, et former l'ensemble de leurs key users à ces besoins-là. Et puis pour eux, finalement, hein, ils peuvent gérer maintenant leur projet de bout en bout avec notre équipe et harmoniser leur processus et puis avoir une facilité d'accès sur toute l'entreprise aux données d'ingénierie. Merci pour votre attention. Merci Mohamed, merci Mathieu pour toutes ces informations et explications. Nous passons maintenant à la session questions-réponses. Nous avons quelques questions. Je voulais dire aussi à nos auditeurs que vous pouvez encore envoyer vos questions. Je vais commencer par la première. Nous avons quelqu'un qui demande, peut-on synchroniser en temps réel les modifications effectuées sur un fichier CAO en ayant différents sites industriels sans risque de conflit de version? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est pris en compte par la technologie PLM. Ce qu'on fait, nous, dans nos projets avec des clients qui sont multisites sur différents pays, on va leur proposer de mettre en place des serveurs de rebond qui sont finalement entre guillemets, des clones qui vont permettre d'avoir la bonne donnée synchronisée toujours et accessible de façon performante en fonction de l'endroit où on se connecte. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps et qui est aujourd'hui très aboutie. D'accord. Nous avons une autre question. Je pense que ça ressemble un petit peu. Ces personnes-là demandent est-ce que les modifications simultanées sur un même fichier CAO peuvent être modifiées par plusieurs collaborateurs en même temps? Alors, est-ce que tu peux me refaire la question, s'il te plaît? En Les fait, ils demandent modifications? Oui, comment Windchill, par exemple, il peut gérer le contrôle des versions et des modifications simultanément par plusieurs collaborateurs. ok, très très bonne question. Alors, historiquement, le rôle d'un PLM notamment, c'est d'éviter que les concepteurs se marchent sur les pieds, entre guillemets, quand ils travaillent sur le même projet. C'est-à-dire, si on gère les données CAO sur un disque réseau, ce qui va arriver souvent, c'est que un collaborateur va faire un enregistré sous en local de son assemblage pour pouvoir y travailler de façon plus confortable et éviter justement de déranger les autres. Et puis, s'il y en a un autre qui décide de faire la même chose avec les mêmes pièces, eh bien, on se retrouve avec du travail qui est fait en doublon, voire même pire, du travail qui est écrasé à la fin. Le PLM va complètement éviter ça. C'est-à-dire que le fonctionnement de base, ça va être que un concepteur qui va utiliser ou récupérer un assemblage du PLM pour y travailler, eh bien, cet assemblage-là, il va être inaccessible en modification pour tous les autres concepteurs. Et ils vont savoir, hein, ça va être visible depuis leur écran PLM, ils vont savoir quelle est la personne qui est en train d'y travailler. Euh, et donc, ils vont être au courant que pour le moment, eh bien, c'est pas possible d'aller participer, de le modifier.
Et puis quand ce concepteur a terminé sa partie du travail en fin de journée, il le remet à disposition dans le PLM et donc il synchronise son travail auprès de tous les utilisateurs et donc les autres vont pouvoir prendre le relais. Après, ce qu'on voit aussi apparaître avec les nouvelles technologies, notamment sur le SaaS, c'est la collaboration avancée. C'est quelque chose que propose la solution Créo Plus de PTC, c'est-à-dire de pouvoir travailler à plusieurs mains sur la conception d'un produit, par exemple. C'est quelque chose qui est très, très, très innovant et qui permet aussi d'avoir un peu plus d'interaction en temps réel entre les équipes. Mais en tout cas, pour conclure, hein, le PLM va surtout permettre d'assurer la pérennité de vos données et d'éviter d'avoir des données qui sont écrasées ou perdues, en s'assurant que, eh bien, il n'y ait pas de, voilà, qu'il n'y ait pas de problématique de gestion de ces fichiers CAO. D'accord. J'ai une autre petite question. Une entreprise qui utilise différents outils CAO à part Creo, peut-elle utiliser Windchill? Oui, tout à fait, hein. Nous, on a des clients, hein, qui utilisent d'autres CAO déjà que Creo, et on a également des clients qui utilisent plusieurs CAO au sein de la même entreprise. Windchill, c'est très bien géré. Et comme je l'avais dit, hein, Windchill est une solution qui est agnostique en termes de CAO. Donc l'éditeur PTC a développé ce qu'on appelle ce qu'ils appellent des workgroup managers, c'est-à-dire des systèmes d'intégration euh, intégrés à Windchill et qui vont donc permettre de travailler par exemple avec du SolidWorks ou du AutoCAD de la même manière que si on avait Creo. Donc déjà, c'est un premier point. C'est totalement transparent et ça permet même d'avoir accès à des actions Windchill depuis son AutoCAD ou son CATIA ou son SolidWorks par exemple. Le deuxième point, c'est qu'il est même possible, grâce à la technologie Creo Unite, de travailler sur un même projet de conception, donc un même produit défini, avec plusieurs CAO. Moi, j'ai par exemple eu par le passé le cas d'un client avec deux bureaux d'études qui travaillent sur des parties différentes de leurs produits, l'un sous SolidWorks, l'autre sous Creo. Et il y a une réconciliation qui est possible à un certain moment. Donc on a une seule nomenclature qui va comporter plusieurs CAO et la capacité à la fois côté Creo mais côté aussi SolidWorks de visualiser l'ensemble. D'accord, ok, merci pour la réponse. Une dernière question. Comment se passe l'intégration et la passation à un PLM et combien de temps ça peut prendre à peu près? L'intégration d'un PLM, alors ça va dépendre. Nous, en général, chez Inoptus, on implique une bonne pratique, c'est qu'on ne va pas vous mettre en place le PLM d'entreprise du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, qui est très important, et qui se travaille d'ailleurs à la fois du côté du client industriel, mais aussi de notre côté. C'est une collaboration pour s'assurer que l'adoption se fasse dans les meilleures conditions, et aussi que vous ayez une valeur ajoutée au fait d'acquérir un PLM qui soit la plus rapide possible, et qu'ensuite qu'on monte en échelle sur cette valeur ajoutée. Par quoi ça se traduit? Ça veut dire qu'on va d'abord vous mettre en place une première brique d'intégration du PLM. Ça va être la brique de mise en place de la nomenclature d'ingénierie. On va d'abord se concentrer sur cette phase-là, la partie ingénierie. Et puis ensuite, on va rajouter d'autres briques une fois que celle-ci elle est en production et que vos équipes de bureaux d'études et de R&D travaillent avec et que ça fonctionne. Et on va fonctionner comme ça, par itération. Le temps nécessaire, alors ça va dépendre de la taille de votre industrie, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs à former, à intégrer dans le système, mais globalement, on va être sur un projet de l'ordre de quelques mois, au moins, pour mettre en place déjà cette partie ingénierie, je dirais confortablement 2-3 mois. Et puis ensuite, une fois que ce projet est terminé et que les équipes travaillent, on peut se dire, OK, on va attaquer un projet pour aller un peu plus loin, mettre en place la partie, par exemple, fabrication, la gestion d'exigences, de données techniques, de publication de documents. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on ne va pas les faire en une fois. Et c'est vraiment un projet de collaboration. Nous avons reçu deux nouvelles questions. On a Ouais, encore 5 minutes, donc on va. alors, juste, Farah, pour compléter un petit peu le propos de Mathieu, hein, un des avantages de Windchill, hein, tout à l'heure, Mathieu a parlé de PLM moderne. Hein, alors oui, c'est un PLM moderne, hein, puisqu'il a une richesse fonctionnelle très, très avancée, mais c'est aussi
un PLM qui est basé sur une souche technologique très très stable, hein, qui a été démarrée il y a plus de 20 ans aujourd'hui, et qui arrive déjà de base avec beaucoup de choses dedans. Donc une de nos méthodes de travail, hein, c'est d'essayer de maximiser le standard, parce qu'aujourd'hui la richesse de Windchill permet aussi de le faire de cette manière-là, et ce qui nous permet aussi, nous, de pouvoir livrer des projets beaucoup plus rapidement, hein. Peut-être qu'il y a des gens dans l'auditoire, hein, qui ont connu les projets PDM ou PLM il y a 10-15 ans, où il y avait beaucoup de customisation, il y avait beaucoup de spécifiques. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui, hein. Windchill arrive déjà de base avec beaucoup de choses qu'on peut paramétrer et adapter aux besoins du client sans faire une seule ligne de code, hein, ce qui permet de livrer ces projets-là beaucoup plus rapidement. D'accord, merci. Alors la question c'est comment vous gérez l'interaction avec d'autres PLM de Dassault, SAP, si les partenaires n'ont pas la solution PTC, notamment problème d'installation du Workgroup Manager chez des partenaires pour l'utilisation de SolidWorks. C'est une question multi-tiroir, j'ai l'impression. Alors, l'interaction avec d'autres PLM, alors ça c'est particulier. On peut le faire de différentes manières, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on est en capacité de s'interfacer avec des PLM. Ça peut arriver pour différentes raisons. Par exemple, justement, dans le cas des filiales, c'est quelque chose qui peut se produire si on a des filiales qui utilisent différents PLM et qui veulent les conserver. Au niveau des problématiques de Workgroup Manager, il peut y en avoir. Alors, si on parle de solutions d'assaut, on a des Workgroup Managers aujourd'hui qui sont en capacité de travailler de façon tout à fait fluide avec Windchill sur des versions relativement récentes, évidemment des solutions d'assaut. Ce que je peux entendre dans cette question, c'est qu'il peut des difficultés de Workgroup Manager, il y en aura effectivement si on utilise des versions beaucoup plus anciennes, des logiciels d'assaut. Mais voilà, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Si ce serait intéressant peut-être de creuser un peu plus cette question en direct, en échange direct avec cette personne. Ce qu'on peut dire aussi, Mathieu, hein, c'est que on a la chance d'avoir aujourd'hui des clients, hein, qui travaillent avec Windchill et toutes les grosses CAO du marché, y compris Katia V5, Oui. et que aujourd'hui, hein, quand on respecte ces matrices de compatibilité, alors qui dit logiciel dit roadmap de maintenance et matrice de compatibilité. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas eu, nous, de problème majeur sur des clients Katia V5, hein, avec l'utilisation au travers de Windchill. Tout à fait. Et pour aussi ouvrir le dernier tiroir, je crois que c'était par rapport à l'interface AGERP, SAP était mentionné, je crois, dans la question. Oui. Donc SAP s'interface très très bien avec Windchill, c'est même un des meilleurs candidats, je pense. PTC a développé un connecteur sur étagère qui permet de tirer parti de toute la capacité, la puissance de SAP pour alimenter les processus et les modèles de données de Windchill. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Après, dans certains périmètres, nous, on va recommander des interfaces qui sont plus modestes, mais aussi plus directes et parfois plus faciles à appréhender. À base, par exemple, en utilisant les API, hein, propriétaires des logiciels, du logiciel SAP, par exemple, ou d'autres ERP, avec les capacités d'import et d'export de Windchill. On est capable d'automatiser des transferts de données bidirectionnels entre le PLM et les ERP, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ça nous arrive même de travailler avec des ERP beaucoup plus exotiques que SAP, dont on a entendu le nom très rarement, et on est capable, justement, grâce à l'ouverture de la plupart des API et aux capacités d'import-export, de mettre en place vraiment des systèmes automatisés qui tournent très bien. La dernière question, avant de conclure. Comment concrètement Windchill permet la consolidation de sources multi-CAO dans une même nomenclature produit? Cela nécessite-t-il la conversion dans un format neutre commun à toutes les CAO sources? Non, justement, ça c'est pas nécessaire. Comme je le mentionnais,
PTC a toujours eu cette volonté de faciliter le travail entre des utilisateurs de différentes CAO, et c'est pour ça qu'ils ont aussi mis en place cette technologie que j'ai mentionnée, Creo Unite. Pour les plus curieux, vous irez regarder en faisant une recherche rapide, hein, Unite c'est UNITE, et ça permet justement de travailler en multi-CAO, et Creo a cette capacité d'aller ouvrir, pas en capacité de modification dans tous les cas, mais au moins d'aller ouvrir la plupart des fichiers propriétaires des autres outils CAO les plus connus du marché. Donc ça permet, capacité multi-CAO de Windchill, permettre de gérer un projet, une nomenclature produit, une arborescence, une structure de composants multi-CAO, avec plusieurs CAO dans la même structure. Et Creo, avec sa technologie Unite, permet de visualiser ce produit dans son ensemble et de pouvoir travailler vraiment en collaboration avec plusieurs CAO. Et pour D'accord. rajouter à ça, pour les clients qui ne veulent pas du tout utiliser Creo, hein, c'est possible hein, d'avoir euh, de la multi-CAO intégrée à Windchill. Donc chaque concepteur, quelle que soit sa CAO, va pouvoir travailler dans son outil natif et continuer de concevoir dans SolidWorks ou dans CATIA ou dans NX. Et puis après, je distingue ça. Alors ça, c'est la partie création et modification des fichiers natifs 3D. Il y a aussi toute la partie visualisation de cette maquette 3D, où là, Windchill va convertir tous ces modèles 3D, quel que soit leur CAO, en fichiers neutres, visualisables, qui va pouvoir être consommé par une application qui s'appelle CreoView, qui est intégrée à Windchill, de manière à pouvoir mettre à disposition cette maquette 3D à tous les utilisateurs du PLM sans qu'ils aient besoin d'avoir l'outil natif, que ce soit CATIA, SolidWorks, NX ou tout autre CAO. Voilà, sans avoir besoin de ce client lourd, pouvoir aussi avoir accès à cette maquette 3D avec beaucoup d'intelligence, hein, être capable de faire des éclatés, des revues maquettes pour pouvoir faire des coupes et pouvoir mettre des annotations dessus. Donc ça, c'est une des forces aussi de la capacité multi-CAO de Windchill, de pouvoir aussi, en mode collaboratif, hein, de pouvoir aussi partager cette maquette 3D. D'accord. Bah, merci pour ces explications et ces réponses. Notre webinaire est normalement terminé. J'espère qu'on a apporté assez d'explications suffisantes à nos spectateurs. Et si vous avez des questions plus personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter directement pour être accompagné par l'un de nos experts pour des réponses sur mesure à vos projets si vous voulez. Et je vous remercie. Je vous remercie Mathieu, Mohamed et toutes les personnes qui se sont inscrites. Et au revoir, à la prochaine fois. Merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir.